C'est un peu le hasard de la vie qui classe les hommes, et de quelque manière que s'y prenne la société, elle ne pourra faire que chacun soit à la place qu'il mérite. Les optimistes sont des aveugles bien utiles, comparables à ces chevaux de manège qui, tournant dans le même cercle les yeux bandés, actionnent une machine. Ce sont eux qui mettent en branle la société. Un des dilemmes de la vie est celui-ci, voler ou voler, c'est-à-dire voler avec ses mains dans les poches du monde, ou voler avec ses ailes fort au-dessus du front de la multitude. Mais l'homme a généralement plutôt des mains que des ailes. On peut dire d'une façon générale, et en tenant compte de quelques exceptions qui ne font que confirmer la règle, que le personnage joué par chacun de nous dans la vie est en raison inverse de l'âme qu'il a, c'est-à-dire qu'il est d'autant plus relevé que l'âme est plus vile, et réciproquement. Notre intelligente société ne rémunère bien d'habitude que ceux qui la déciment, la volent ou la dépravent, les hommes d'État, les financiers et les histrions. Le monde est ainsi fait qu'il s'y gaspille chaque jour au profit d'être indigne, plus de générosité qu'il n'en faudrait pour contenter le double de gens de cœur. La civilisation dont nous sommes tous peu ou prou les ouvriers est comparable à la tour de Babel. Si nous l'édifions avec tant de peine, c'est que nous ne nous entendons pas. Personne en ce monde n'a de quoi être fier, car tous nous barbotons dans les mêmes relavures, tantôt de la cuisine des anges, tantôt de celle des démons. Et ce n'est que hasard, astuce ou violence, si nous y trouvons des morceaux un peu meilleurs que d'autres. Si peu de choses valent la peine d'être dites, que ceux-là qui se taisent sont presque toujours les mieux inspirés. C'est notre personnalité même, c'est ce que nous appelons notre âme, que fausse la lutte pour la vie. Nous greffons sur notre être propre un être de convention, lequel finit par absorber l'autre et s'y substituer. Et ce second moi, tout artificiel, que nous avons décroché de la friperie sociale et où notre premier moi s'est dissipé, se teint comme le caméléon des couleurs de tout ce qui l'entoure. Rechigner à la vie actuelle et ne pas gober la réalité d'une autre vie, être à la fois spiritualiste par tempérament et matérialiste par conviction, tordre sans pitié son corps pour en exprimer toute l'âme possible, avec l'idée que cela sera perdu, perdu comme le reste. N'est-ce pas horrible ? Erreur pour erreur, puisqu'aussi bien l'erreur est seule accessible au cœur de l'homme, il vaut autant que celle-là même qui s'est assise à notre berceau, s'agenouille à notre lit de mort. La vérité luit pour tous, mais tous n'en voient qu'une partie. C'est un phare à feu changeant qui s'éclipse pour les uns dans le moment même qu'il brille pour les autres. Peut-être ne décidons-nous jamais qu'en apparence de ce que nous faisons, mais au contraire, ce que nous faisons décide-t-il toujours en réalité de nous. Ce qui constitue le vrai talent pour un écrivain ou pour un artiste, c'est d'exprimer de façon rare des pensées communes, ou mieux encore de façon commune,
des pensées rares. Il en est presque du talent comme de la vertu. Ceux qui en ont peuvent, à défaut du témoignage d'autrui, trouver dans leur conscience intime de quoi se contenter. Salut dans la suite des siècles aux bienheureux érudits, véritables saints de la littérature, seul et dernier espoir des écrivains méconnus de leur temps. L'utopiste est un homme généralement doué d'une raison supérieure, mais qui présume beaucoup trop de l'intelligence du commun, en le croyant capable de partager ses idées. Qu'il y ait des courtisanes ayant tout l'instinct de la mère de famille, et des mères de famille tout l'instinct de la courtisane, voilà ce qui montre la cruelle imbécilité du destin. Je veux bien que l'amour soit quelquefois un rayon de soleil sur l'eau d'un lac azuré, mais c'est beaucoup plus souvent un rayon de soleil sur de la boue, quand ce n'est pas, hélas, de la boue sans soleil. Il est très heureux pour notre amour-propre que nous ne trouvions pas la satisfaction de notre idéal dans la personne aimée, car nous sentirions trop cruellement que nous sommes loin de satisfaire le sien. Ils doivent être rares les hommes éclairés et consciencieux qui, arrivés à un certain âge, et comme en vue de la mort, ne se rendent pas le triste témoignage que leur vie ne valait pas la peine d'être vécue, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Être sur terre, être sous terre, quel est le moindre mal ? À peine inscrits sur le grand livre du destin, nous y sommes effacés. La vie, quelle serinette, toujours le même air, et pas drôle, même quand il veut l'être, surtout quand il veut l'être. En vérité, pour qui l'a entendu longtemps, cet air monotone, le silence de la tombe semble bien préférable. Nous ne pouvons faire un pas dans la rue sans rencontrer des gens qui, comme nous, vont à leur insu, par des chemins plus ou moins détournés, à leur propre enterrement. L'homme est un pantin sensible que se disputent à tout moment deux bambines également cruelles, la vie et la mort, dont l'une commence et l'autre achève de le briser. Si encore ce moment de vie nous pouvions le passer à notre guise, mais à l'ironie d'une mort toujours imminente s'ajoute celle d'une existence jamais satisfaite. Nous posons tous, qui d'une façon, qui de l'autre, nous sacrifions même tout à la pose, sans nous apercevoir que la mort nous guette et qu'elle rit de notre suffisance, à s'en tenir les côtes. Ça n'existera plus demain, et ça prend aujourd'hui des airs éternels. Obstrué par l'amoncellement de ses griefs contre la vie, le cœur de certains hommes n'a presque plus la latitude de battre, et il finit même peu à peu par s'en déshabituer. Les misères de la vie sont les circonstances atténuantes de la mort. L'extrême facilité avec laquelle la mort nous prend ajoute à l'amertume et à la dérision des difficultés si grandes que nous avons nous-mêmes à prendre la vie. Sur les flots du néant, d'où nous sommes brusquement sortis, comme Vénus anadyomène de l'écume de la mer, les skiffs plus ou moins grands que nous frette le destin cinglent à l'aventure, gréés de nos ardeurs et de nos convoitises,
chargé de nos lassitudes et de nos déceptions, le plus souvent ballotté par la tourmente, quelquefois bercé par l'accalmie. Et il vogue ainsi, à plus ou moins long cours, mais à court toujours vain, jusqu'à ce qu'il sombre et nous engouffre avec lui.